Mesdames et messieurs, dans le cadre de la première édition du SANI 2018, nous avons eu l'honneur de recevoir au cours de nos échanges d'éminentes personnalités. Monsieur Mbeng, que j'appelle affectueusement le doyen, président de la Chambre des experts, en qualité de président d'honneur. Monsieur Ndoumi, président de la Chambre du droit des affaires et de l'immobilier, en tant que conférencier sur le thème « Marché de l'immobilier en Côte d'Ivoire, cas du foncier ». Nous avons eu également M. Justin Aka, office manager chez ECPO, bureau d'études, M. Karim Diomandé, responsable marketing et communication à Promogym, M. Bilé Moké, responsable des ventes immobilières à Best Construction, pour ne citer que ces trois personnes en tant que panélistes sur le thème « Les potentielles zones d'habiter à court et moyen terme ». La deuxième journée a été marquée par l'intervention de Mme Aolio, chef du service information et suivi de projet au CPC, sur le thème « Code d'investissement, aspect de l'immobilier ». Dans cette deuxième journée, nous avons eu comme panélistes Maître Dakouri Kwasi Patricia de la Chambre des notaires, Mme Kadia Touré en tant que secrétaire permanent de la Chambre nationale des experts immobiliers, M. Aka Kablan, directeur général de Optimum Expertise, qui ont intervenu sur le thème portant sur les conditions d'accessibilité à la pleine propriété. Pour la dernière journée, c'est-à-dire aujourd'hui, nous avons eu comme intervenant votre serviteur, le commissaire de ce salon, sur le thème « Les mécanismes de financement acquéreurs, cas du crédit immobilier ». Et comme panéliste, nous avons eu Mme Nzi Karine, responsable du pôle immobilier à la BCC, M. Alain Taï, le président de la Fédération des consommateurs, et M. Labbé, si je n'écorche pas son nom, en tant qu'architecte, designer et ingénieur. Et le dernier panel que nous avons abordé avait pour thème les conditions de financement du logement. De tous ces échanges, nous retenons les points suivants qui serviront de conclusion à notre salon et qui feront l'objet d'un courrier au ministère de la Construction et du Logement, ainsi qu'aux autorités dirigeantes de notre pays, à savoir la présidence de la République, la vice-présidence, la présidence de l'Assemblée nationale et la primature. Le premier point des restitutions de nos travaux parle de la question du foncier. Comment résoudre le foncier? Le SANI recommande à l'État de reprendre son rôle régalien d'antan et être le seul pourvoyeur de terrain en Côte d'Ivoire en purgeant les droits coutumiers auprès des propriétaires terriens, puis en installant un guichet d'acquisition du foncier où il pourra attribuer dans un délai maximum de 72 heures les documents d'accès à la pleine propriété. Le deuxième point qui ressort de tous ces échanges, c'est la réduction du coût des maisons. Le CPC nous a fait savoir lors de ces interventions que des conditions souples existent et ont quasiment une exonération de 100% en faveur pour peu que les promoteurs construisent hors d'Abidjan en zone B et C qui sont définies dans le code d'investissement. Il appartient donc aux promoteurs de revoir leurs conditions pour faciliter l'accès au logement. D'ailleurs, les coûts des maisons éligibles au CDMH devraient passer entre 12 et 23 millions de francs CFA. Je voudrais inviter notre président d'honneur pour lui arracher quelques mots par rapport à cette restitution qui a été faite avant de mettre fin à cette cérémonie du SANI. Monsieur le président du comité d'organisation du SANI 2018, mesdames et messieurs les participants à ce salon de l'immobilier 2018, messieurs les exposants,
ceux qui ont consenti de leur temps, de leur argent, mais surtout de leur intérêt pour porter sur les fonds baptismaux cette initiative combien importante, combien prometteuse dans le cadre de l'un des rêves les plus grands des habitants de notre pays. Quel est ce rêve? C'est celui qui, après être né, va être éduqué, grandi, étudié, formé, trouver un travail, pouvoir se loger, pour fonder une famille, ou en tout cas vivre dans l'aisance relative. Bref, trouver un logement. Monsieur le Président, en dehors de notre qualité d'acteur de la construction, en tant que promoteur, en tant qu'industriel du bâtiment, en tant qu'architecte, géomètre, urbaniste, expert immobilier, toutes ces professions du BTP que je viens de citer ont défilé tour à tour pendant 3 jours dans ce salon. C'est véritablement un salon d'une nature spéciale. En général, les salons se contentent d'expositions. Ils recevront les visiteurs qui visitent les stands, et puis c'est tout. Et ici, à côté du salon, vous avez fait une cellule de réflexion. Ce qui, loin de dénaturer le salon, situe le niveau de responsabilité de l'Ivoirien nouveau que nous sommes. Ne pas tout attendre de l'État. En général, les réflexions sont du domaine, par nature, de l'universitaire, des académiciens, de l'intellectuel. En général, dans nos contrées africaines, donc notre pays, la Côte d'Ivoire, les réflexions sont du domaine des chasses gardées, des spécialistes. Des ingénieurs se réunissent, des spécialistes, des architectes se réunissent et puis ils font des réflexions avec l'État en face ou bien les intervenants. Et puis ils consignent les travaux qu'ils restituent auprès de qui de droit. Mais Monsieur le Président, je t'en féliciter encore ce que j'appelle affectueusement goodies. Vous connaissez mieux que moi la terminologie, mais en tout cas les promoteurs de ce salon, d'avoir greffé au parcours d'information des heures, des journées de réflexion et de débat. Si on se tourne vers la qualité des débats, nous sommes satisfaits. Qu'on soit praticien du droit, économiste, architecte, ingénieur comme nous autres, experts, professionnels comme nous autres, on est satisfait de la thématique qui a été développée pendant ces 3 journées. Une thématique progressive qui, à l'issue de ces 3 journées, finit par créer, comme le papillon, un cocon.
beaucoup n'ont pas vu comment les papillons accouchent leurs enfants. Mais à mon âge, on a non seulement vu nos enfants et petits-enfants, Dieu merci, encore on verra d'autres, s'il plaît à Dieu. Mais nous avons eu le temps, tout Africain est fils de paysan, connaît au moins la nature. Et à notre enfance, nous avons vu comment les papillons, parce que quand on est enfant, entre 5 et 10 ans, on est plus curieux, on s'écarte des périmètres des champs, on voit un peu les papillons parfois, comment non seulement ils s'accouplent, mais comment ils déposent les larves qui deviennent des cocons. Mais nous sommes dans un cocon. Et beaucoup plus tard, lorsque je me suis intéressé à ce qui allait être mon métier, c'est-à-dire le bâtiment, cette impression d'enfance a conditionné pour beaucoup le choix de ma carrière. Comment des bêtes fragiles comme ça, agaçantes parfois, encombrantes, des papillons, en Afrique, les animaux, on les aime, mais pas qu'ils nous dérangent, accouchent, font des cocons. Puis après, ces cocons deviennent des larves, s'échappent de leur ils s'échappent donc de leur berceau naturel. Donc, c'est ça le logement. Le logement, ce n'est pas tellement une surface à 4 dimensions. Le logement, qui soit dédié aux animaux, qu'il soit dédié aux humains, est d'abord un espace où on se développe harmonieusement. C'est ça que le Seigneur, dans sa puissance, a donné à l'ensemble des animaux, en dehors de l'homme, à qui il a donné un esprit pour réfléchir, et vous avez associé donc la réflexion, les capacités physiologiques innées de construire leur logement. On ne les a jamais entendus dire qu'il faut un colloque pour savoir comment on va acquérir notre logement. Ça, c'est une faveur que Dieu leur a faite. Il faut que nous le reconnaissions. Quant à nous, il nous a donné une plus grande faveur, puisqu'il nous a donné de son esprit. Et c'est là qu'est née les conceptions depuis l'Égypte pharaonique, des Babylone, etc., etc. Jusqu'au logement que nous avons. J'ai fait un peu cette digression pour vous dire combien votre initiative est louable. Et surtout d'avoir pensé à inviter des partenaires. Ce sont les experts, les architectes, les urbanistes, les banquiers, etc. Ce qui est assez rare dans notre pays quand ce n'est pas l'État qui le fait. Quand l'État le fait, c'est de la bousculade. C'est l'envahissement. On se sent bien donc que c'est de la mode. Mais quand c'est des initiatives privées, c'est un risque. Je les pèse mes mots. C'est vous qui savez que vous avez investi. C'est en même temps un défi. Comment ces gens-là, on ne les connaît même pas, ils sont qui? C'est quoi ça? Faire une réflexion sur le logement, ça veut dire quoi? Sont-ils habilités à penser à notre place? Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire ça? En tout cas, moi je suis là, je suis assis avec vous. Alors, Monsieur le Président, honorables membres participants à nos symposiums, je n'ai pas eu beaucoup de difficultés à non seulement participer et contribuer de différentes manières à la réflexion, j'ai encore moins de difficultés à accepter le rôle que vous donnez au président de la Chambre nationale des experts immobiliers que je suis, beaucoup plus qu'à ma personne elle-même. Vous honorez donc la profession, je vous remercie, et je veux qu'on applaudisse ça. Ce qui veut dire que c'est au cours de mon mandat que
votre salon a eu lieu. Et très souvent, les êtres humains ne savent pas que les rôles qu'on leur confie leur permettent, à l'intérieur du délai qu'ils ont, de rencontrer des événements heureux ou moins heureux. Si au cours de mon mandat, il n'y avait pas eu votre salon, jusqu'à la fin de mon mandat, on ne se serait jamais rencontrés. C'est pour cela que je pense que lorsque vous réussissez un mandat, quel qu'il soit, politique, social, culturel, le facteur de l'opportunité, de la chance est extrêmement important. C'est apporté par les autres. Pour que vous-même vous puissiez découvrir qu'il y a des experts immobiliers en Côte d'Ivoire, d'autres le savent par profession, beaucoup ne le savent pas. Et puis c'est qui ces gens-là, etc. Donc, par ma voix, ma modeste voix, les professionnels de l'immobilier, qu'on appelle les experts, qui sont les ingénieurs de haut niveau, regroupés au sein d'une chambre depuis plus de 40 ans, vous remercie de l'avoir associé à cette réflexion. Alors, Monsieur le Président, tous ces 3 jours coïncidaient des va-et-vient n'avaient qu'un seul objectif: comment acquérir un logement. Évidemment, je vais vous répondre, et puis j'aurai fini ma part. Il est possible d'acheter un logement existant. On n'a pas besoin de se poser tant de 1000 questions. On vend des maisons, il y a des annonces, il y a des publicités, il y a les pancartes des chantiers, vous voyez, vous travaillez, vous avez des revenus conséquents, vous avez une épargne conséquente, vous avez des possibilités, vous rentrez, on vous fait visiter, ça vous plaît, vous sortez votre chéquier, vous remplissez, ou alors vous donnez votre argent, on vous donne vos clés. Première phase. Deuxième phase, vous voyez un programme immobilier, on revient au promoteur, il y en a qui ont participé à des stands, nous avons vu des programmes importants, on peut les citer ici, ce n'est pas fait de la publicité. Rien que j'ai retenu, c'est soit, il y a d'autres, soit comme ça veut dire maison, en Agni, en Baoulé et tout ça. Donc ça, j'ai retenu cela, ça c'est des affaires naturelles. Et il y a d'autres. Là aussi, il suffit de s'adresser aux promoteurs, comme celui qui était là, ils étaient tous là, les promoteurs qui sont venus, qui proposent une gamme variée de produits dans différents secteurs de la ville. L'on peut, dans ce cas d'espèce aussi, acquérir un logement par vente directe, soit en payant comptant, soit en payant par crédit bancaire accordé par des banques commerciales de la place, des banques de financement de l'habitat. Ils étaient ici. Et puis, il y a les candidats au logement. Ils étaient ici. Tout le monde est encore là. Alors on peut vous applaudir, vous avez réussi. Mais on peut aussi préférer s'acheter un terrain. J'ai une préférence particulière pour les terrains achetés ou pour acheter un terrain. Par nature, par tempérament et aussi par vocation. Par nature, parce que je suis un nègre. Par tempérament, parce que j'ai été façonné culturellement par l'adage « petit à petit, l'oiseau fait son nid ». Et puis troisièmement, parce que mon métier étant d'évaluer les maisons, les bâtiments, j'interviens assez régulièrement dans des conflits. Et ça, je m'adresse aux citoyens lambda et non plus aux promoteurs, aux acteurs, aux architectes, tout ça. Je joue là mon rôle d'expert qui n'a pas de parti pris. Je disais un jour à un atelier d'archibat, dans un panel que j'animais, un panel, que vous avez eu beaucoup de courage, vous les architectes, d'avoir invité un expert immobilier à débattre dans un panel. Il m'a dit, mais pourquoi? J'ai dit, mais nous,
c'est quand il y a des palabres qu'on vient. Il dit, ah, ça c'est vrai. En tant qu'expert judiciaire, donc, ma petite expérience de professionnel de quelques décennies, qui me vaut d'être président des experts de Côte d'Ivoire aujourd'hui, a montré qu'aussi, autant on va vers l'achat des logements dans les programmes immobiliers, autant lorsqu'on les achète après, à l'intérieur des garanties juridiques contenues dans les contrats, il y a souvent, heureusement on n'a pas beaucoup de cas, mais il y en a quand même. C'est comme les numéros, il ne faut pas tomber sur un mauvais numéro. Il y a très souvent des acquisitions qui s'achèvent malheureusement dans des palabres entre le vendeur et puis l'acheteur. Donc, beaucoup de promoteurs aujourd'hui sur l'espace du logement ivoirien travaillent fort parce qu'ils ont créé un syndicat, ils ont créé des commissions de contrôle, de déontologie, etc. Je voudrais donc féliciter les promoteurs parce que quand vous achetez, c'est bien, mais très souvent, les dispositions contenues au contrat ou contenues dans le contrat ne sont pas lues suffisamment. On est pressé de signer parce que la banque vous a donné un crédit. Le banquier même aussi, son rôle est de faire des prêts. Ce n'est pas... Le banquier n'est pas un ingénieur du bâtiment ou des travaux publics. Il donne des prêts, il regarde les rentabilités, les délais de remboursement. Il s'assure surtout, et là je m'adresse aux notaires que je félicite qui sont venus aussi, la chambre des notaires, de savoir si les sûretés, la sécurité juridique des biens qu'ils vont financer leur permet d'asseoir leur garantie. De tout ça corroboré et certifié par les services du cadastre et de la conservation foncière qui disent oui, le terrain existe bien, il est immatriculé, il a un titre foncier, le titre foncier existe bien, il est dans nos livres, et qu'étant dans nos livres, il n'a pas encore fait l'objet d'hypothèques, ou en tout cas, il y a déjà des hypothèques, donc vous vous alignez en premier rang ou en rang suivant, c'est clair, on écrit. Et puis on vous fait votre prêt sur la base de vos revenus. Alors on revient donc au thème de votre maison, de votre thème. Dis-moi ton revenu. Et je te dirai comment acheter ta maison. Mais vous avez eu la prévenance, le courage d'inviter les experts. Ce n'est pas une affaire de revenus, tu achètes une maison. Ce n'est pas une affaire, tu vas chez Saraka à côté ici, tu achètes ta sardine, ta boîte de sardine, tu rentres chez toi, tu ouvres. Si c'est pas bon, tu vas là-bas, il est à côté, il te rembourse. Ça s'appelle les Saraka bien là. C'est pas ça. Une maison, c'est pour une vie. Dans notre métier, malheureusement, il y a des cas vraiment douloureux. À telle enseigne que, en tant qu'expert judiciaire, lorsque nous sommes commis dans ces genres de conflits entre la personne ou les personnes, ou le groupement de personnes qui ont acheté une maison, ou qui ont confié une mission de réaliser une communauté de maisons à des promoteurs, à des constructeurs, arrivent à ce genre d'incidents, je vous assure que, en tout cas, en ce qui me concerne personnellement, je suis obligé de travailler cadeau, c'est-à-dire apporter notre science pour éclairer le juge sur les responsabilités contractuelles qui ont découlé à la vente. Tellement l'acquéreur est malheureux. Il ne peut même plus assurer convenablement ses charges sociales. Parce qu'il a acheté la maison, il est rentré 6 mois après, elle est inhabitable. Donc dis-moi ton revenu et tu te dis comment acquérir ta maison. Vous avez fait venir des experts. Ça nous permet de mettre en garde les gens. Il ne peut pas donc payer les honoraires d'experts. On le fait. Si vous avez la mission d'utilité publique de notre profession, comme je l'ai dit à nos membres, je le répète sans cesse, à notre commission déontologie, lorsque, que ce soit même les tribunaux qui vous envoient des clients, ne regardez pas son passé, ni son standing social,
ni sa beauté physique, ou alors le contraire, encore moins le gabarit de sa voiture, ou son standing, sa mise, son costume, tout ça, homme ou femme, sa jeunesse ou sa vieillesse, marié, veuf ou orphelin, voyez la mission de service public de l'expert. Ça ne veut pas dire que si on vous met dans cette affaire, l'expert va vous faire cadeau. Hein. Parce que ça aussi, il faut qu'il vive, il a des collaborateurs. Mais enfin, c'est pour vous dire qu'on fait ça pour que les juges tranchent rapidement. Alors, monsieur le président, je conduirai doucement et j'arriverai à la fin de mon propos pour dire, en tout état de cause, comme je l'ai souligné, je vous félicite, j'ai écouté, en faisant semblant de faire comme ça, j'ai écouté bien votre de synthèse. Elle réfléchit exactement la quintessence des débats. Je n'étais pas là aujourd'hui pour une raison évidente. J'ai un chauffeur, moi, mes chauffeurs, je ne les appelle pas chauffeurs, un collaborateur que j'ai depuis plus de 20 ans et qui a perdu malheureusement son père. Je ne pouvais pas ne pas être là, être avec lui, à ses côtés. Excusez-moi beaucoup. Quand nos collaborateurs nous accompagnent partout dans la vie, de jour comme de nuit, et qu'il leur arrive ce genre de choses, il sait, puisqu'il y a 20 ans qu'il me conduit, il sait mes contraintes. Mais quel que soit ce que je vais dire ici, je ne suis pas à ses côtés, alors qu'il a tellement enterré des gens de mon côté. Voilà pourquoi je n'étais pas là ce matin. Mais je sais que ce que vous avez dit est important. Il y a un point que vous allez seulement ajouter. Parce que c'est ça. On n'a pas encore transmis au ministère. Alors, en tout état de cause, être propriétaire suppose avoir un titre de propriété. Là aussi, nous l'avons vu dans l'avant-dernier jour du débat, que les dispositions réglementaires de gestion foncière ne posent aucune difficulté majeure à la délivrance du titre de propriété dans notre pays. Je vous ai dit tantôt que depuis 1928, sous les arrêtés coloniaux, on a les colons, entre guillemets, c'est pas péjoratif. Sous la colonisation, ça passe mieux. Il faut faire attention aux mots. Sous la colonisation, ils ont régulé les terres. Jusqu'à l'arrivée à l'indépendance, en 1960. Et une fois qu'on était devenu souverain, on a gardé les textes coloniaux dans leurs dispositions essentielles. Pratiquement jusqu'à 1970-71. C'est en ce moment qu'on a impulsé la première réglementation domaniale foncière ivoirienne, 1971. En fixant donc des cadres qui permettent d'adapter nos difficultés, combattre la spéculation, protéger les propriétaires, rassurer les partenaires aux ventes et achats des terrains, comme aux bâtiments, aux droits immobiliers, etc. Mais surtout, pousser l'Ivoirien à construire et de ne pas faire de la rétention foncière pour attendre des temps meilleurs pour les vendre. C'est pour cela que le décret 71, comme ça qu'on l'appelle, qui s'appuie sur le décret 64, dans son article 16, hier, maître Dakouri nous a dit que ça a été sauté, je ne sais pas qu'est-ce qui a remplacé ça, veillait à ces deux dispositions-là. Un, regardez, quand on vend, dans quelle ville, dans quelle place on vend, les notaires sont obligés de passer au ministère de la Construction. Le ministre regarde avec ses services et souvent, il est obligé, compte tenu de la sensibilité de la transaction, d'en référer à son patron, le président de la République. C'est alors au temps de Houphouët-Boigny jusqu'au temps de, peut-être, jusqu'en 2000. Donc, et lui aussi qui regarde. J'ai donné tantôt, c'est pas une anecdote, j'ai dit, en face de Solibra, il y avait un espace là
ceux qui sont de ma génération ou plus jeunes que moi savaient que là, il y avait de l'eau, c'était un canal. Mais après, ça a été assaini dans les années 80, 81. Le président faut faire assainir ça, c'est devenu une place forte, ça a eu un grand terrain à côté, où il y a eu après des jeux. Voilà, vous avez vu ça. Il y avait un arabe qui voulait acheter près de 1,5 hectare. Ça a soulevé des montagnes. Et le président dit, on ne vend pas ça. Donc, il y a quelques rares cas, 2, 3, où, grâce à ce contrôle, on veillait à savoir qui achetait, qui vend, mais surtout, qu'est-ce qu'on va en faire. Et en plus, donc, à partir donc, de 2014-2015, les réformes véritables sont venues. Et je voudrais profiter de votre rencontre où je participe. Je ne ferai l'apologie de personne à travers vous. Si moi je dois faire l'apologie, moi-même je vais le faire. J'ai l'autorité de le faire. Je suis à la tête d'une fêtière. J'ai la chambre. Je peux réunir des journalistes, leur dire, ou alors après nos réunions, on peut dire. Mais là, j'en profite pour dire que depuis 2014 jusqu'à maintenant, il y a eu d'énormes réformes foncières qui aboutissent au guichet unique, et vous voyez tout ce qui se passe, où en 30-40 jours, il y a eu 32 000 titres fonciers qui ont été signés en moins de 4 ans. C'est du jamais vu. Souhaitons seulement que au moins 60% ne posent pas de problème. Mais quand même, oui, mais ça aussi. Ouais, au moins, c'est un objectif humain. Mais 32 000 titres fonciers signés. Quand je lis ça, j'ai dit, mais attends, il y a quelque chose. Ça, c'est un miracle. C'est le deuxième miracle ivoirien, ça. Donc, je voudrais vraiment que nous fassions un banc d'applaudissements pour féliciter nos autorités. Et comme ça, peut-être que vos papiers seront bien lus aussi. Soyez bon. Mais on ne le fait pas pour flatter qui que ce soit. Donc, ce décret de Korogo, 2015, le premier conseil des ministres au nord, et comme il y a les décrets de San Pedro, il y avait un conseil des ministres en 90 à San Pedro, il y en a aussi à Yamoussoukro, il y a des fois comme ça se déplace. Et quand ils sortent des textes, nous les professionnels, on donne des noms pour retrouver. A dit, on va à l'ACD, si vous avez un terrain nu, vous venez au ministère, au guichet unique, on regarde si tout est bon, on vous donne votre titre foncier définitif. Voilà. Et ça, c'est un progrès, c'est des réformes. Avec tous les risques que cela comporte. Mais comme c'est instruit par des services compétents, ben écoutez, il faut qu'on se fasse confiance un jour. Par contre, ma réserve en tant que professionnel, c'est de ma responsabilité, et on n'a même pas besoin d'être professionnel du bâtiment, de la construction. On est dans le domaine de la finance. Ça ne vous met pas à l'abri de la spéculation. Assez avant, pour pouvoir spéculer, il fallait avoir un titre foncier définitif. Quelle que soit l'opération que vous vouliez faire, si vous n'avez pas ça, l'État met sa main dedans. Oh, dès que vous avez le titre, c'est fini. Vous pouvez vendre. Vendre même à 50 fois le prix, ça devient la loi de l'offre et de la demande qui devient. Mais ce n'est pas mauvais, nous sommes en économie libérale. L'État aussi continue. C'est pour ça, je pense, que vos conclusions seront regardées de très près. Et tel que j'ai vu, vous avez simplement mentionné un trait que vous avez d'ailleurs soulevé, que l'État soit le maître dans le guichet foncier. Nous avons l'AGEF. L'État est déjà maître là-bas. Mais je vais venir à ça pour dire, dans l'achat des terrains aux propriétaires terriens, l'État seul doit être maître. Parce que c'est des terrains non immatriculés. Or, notre principe foncier relève du modèle australien depuis 1928. C'est pas de français, hein, australien. Australie. Où les propriétaires terriens, chez nous, à Abidjan, on dit les Ébriers, les Lagunaires, les Achans. Ailleurs,
Dans les régions aussi, il y a toujours les bases. Les propriétaires terriens, tous ces achats de grandes surfaces, en tout cas au-delà d'1 hectare, il serait bien que l'État les négocie. Une fois qu'ils ont négocié, ils les cèdent à travers les structures qui les ont bien traitées et puis les urbanisent et les vendent. Pour qu'on ne revienne pas aux risques liés aux traditions sociales. Parce que quand c'est l'État, le paysan, nos parents paysans ont confiance. C'est le sous-préfet qui commence, après ça va sur le préfet, après le ministère de la Construction, ou bien le ministère de l'Agriculture. Enfin, vous voyez, ça c'est nous. C'est un endroit où prospèrent bien les députés, les maires, tous ceux qui sont dans la politique, ils vont se battre là-bas jusqu'à... On monte les gens, on pousse en bas à la nuit, on signe aujourd'hui. Quand on a fini, qu'on est d'accord, on ne revient plus. Mais quand c'est des individus, même s'il y a un décret qui fixe le seuil à 2000 francs quand on achète des terres, vous vous levez, vous vous appelez Thierry ou Arnaud, vous allez vous découvrir avec un chef de village, il vous donne 1 hectare, 2 hectares pour faire vos biens, même tout est bouclé, vous allez au ministère, on met tout en œuvre, vous prenez un géomètre, il fait les lotissements, on valorise, on approuve tout. Demain, dans les traditions où les générations deviennent des chefs, quand une autre génération vient, elle remet en cause la précédente. Parce qu'en face, ce n'est pas l'État qui va venir dire « Hé, nous c'est l'État, hein. C'est le sous-préfet, c'est le préfet, voilà les papiers. » Voilà, on a acheté à temps avec vous. Ce qu'on fait avec là, ça ne vous regarde plus, c'est fini. Donc c'est pour mieux protéger les investisseurs, pour qu'on puisse faire de la politique sociale du logement. Une autre ligne que vous allez mettre, c'est mettre l'accent sur la promotion du logement social, pas économique. Parce que les terminologies techniques sont sans équivoque. Les logements économiques vont de 7 millions à 20 millions. Or, le logement social, il va de 5 millions à 10 millions. Il y a quand même une marge. Voilà pourquoi tous les chantiers sont comme ça. Les gens vont, ils s'en vont faire les papiers, ça met les banques bloquent parce qu'on demande d'avoir un minimum de revenus de 400 000 francs. Mais un haut fonctionnaire, il n'a pas ça. Alors, je ne sais pas qui a ça. À mon avis, moi j'ai été fonctionnaire, j'ai même été haut fonctionnaire. Mon salaire n'a jamais atteint 400 000, mais j'avais des indemnités, mais c'était rien du tout. Il fallait encore trouver des systèmes. Parce que quand vous avez une grosse voiture D avec une plaque dessus, chauffeur, casquette, tout, vous arrivez au village, vous êtes mort. À vos 300 000 là, vous êtes obligé d'imaginer. Mais comme vous n'imaginez pas pour produire de richesse, vous l'imaginez pour en soustraire à ceux qui en ont. Bon, ça reste entre nous ici. Ça reste entre nous, mon cher, et puis c'est tout. Parce que c'est ça aussi qui est la vérité. Donc, voilà, Monsieur le Président, Madame, chers participants, ça m'a fait vraiment plaisir d'avoir achevé la journée avec vous. J'espère n'avoir pas été trop long. Président, merci Président. Bien, alors vraiment, merci Président. Alors je pense que le mot du Président me permet de pouvoir marquer la fin de cette première édition. Donc ainsi s'achève notre première édition, en espérant vous revoir encore plus nombreux l'année prochaine, parce qu'on vous le dit dès maintenant, le SANI 2019 se prépare maintenant. Ah oui, le SANI, il est fini en présentiel, mais il continue sur le site web www.sani.ci. Et nous vous attendons l'année prochaine et que nous espérons que notre contribution sera prise en compte pour un impact certain dans l'amélioration du déficit en logement en Côte d'Ivoire. Nous déclarons clos le SANI 2018. Je vous remercie.